dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller. Soirée lecteur.com ce soir de nouveau, où nous accueillons Miguel Bonnefoy qui a sorti un livre qui s'appelle Héritage aux éditions Rivage et qui a été un des jurés du prix Orange du livre. Pour l'interroger ce soir, nous retrouvons la fabuleuse Karine Papillot, journaliste littéraire. Miguel, Karine, je vais vous laisser parler. En attendant, je rappelle que les participants peuvent poser des questions par mon intermédiaire en utilisant l'onglet Converser. Je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci Nathalie. On va parler d'un livre fabuleux pour le coup, là, réellement, qui s'appelle Héritage, cher Miguel, que vous publiez en cette rentrée, qui d'ailleurs a fait partie de la liste des romans lus par les explorateurs de la rentrée de lecteur.com. Comme l'a rappelé Nathalie, vous avez été juré du prix Orange cette année, qui a été décerné à Guillaume Sire pour Avant la flamme rouge. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Pour le moment, je souhaitais dire que vous êtes en lice pour le prix de l'Académie française et que vous venez d'être nommé choix Goncourt pour la Roumanie, et ce n'est que le début. Tout à fait, tout à fait. C'est un très beau prix parce que c'est un prix qui est démocratique, qui s'ouvre à un niveau international. Et j'ai reçu énormément de beaux messages de la part des lecteurs, des universitaires, des bibliothécaires, des lycéens, des professeurs roumains qui m'ont dit à quel point le livre était en train de circuler au-delà des frontières, tantôt chiliennes et tantôt françaises. Bon, alors ça, c'est un excellent début. Est-ce que le reconfinement vous entrave un peu? Est-ce que ça perturbe votre agenda, Miguel, en ce moment? Eh bien, figurez-vous, pas vraiment. Pour être tout à fait honnête, enfin, à part bien sûr quelques rencontres qui n'ont pas pu se faire. J'avais une rencontre en Bretagne que j'avais envie de faire parce que ce sont des gens que j'aime énormément. Je devais également aller dans quelques rencontres en Aquitaine qui n'ont pas pu se faire non plus. Cependant, à côté, eh bien, que ce soit avec les Zooms, que ce soit avec cette application Report It, qui est l'application que sont en train d'utiliser en ce moment les radios pour pouvoir avoir exactement le même son de la radio, mais à la maison. Alors, ça me permet de faire quelques interviews à France Culture et France Inter avec ça. Et puis, à côté, eh bien, les lectures, l'écriture, la patience et le silence digne des bibliothèques. Oui, et puis le Goncourt des lycéens aussi, qui est… Absolument. Eh bien, ça, c'est la semaine prochaine, 12-13 novembre. Il faut que j'aille dans un espace qui s'appelle le Flavia, dans une FNAC, et je pense que ça va être maintenu. Et c'est une rencontre avec des lycéens et pendant 35 minutes à peu près, où on parlera du livre, où il y aura quelques questions qui auront remonté des centaines, des milliers de lycéens qui ont regroupé des questions, qui font remonter. Et en effet, pendant 35 minutes, j'essaie de développer un petit peu ton discours. Donc, normalement, c'est maintenu. Alors, pour l'instant, eh bien, ici à Paris. Et puis, encore une fois, très content d'avoir du temps, d'être à la maison, essayer de pouvoir continuer à lire. Oui, à lire. En effet, vous avez raison, vous vous nourrissez. On parlera peut-être aussi de ce qui nourrit, ou peut-être que quelqu'un vous posera la question, parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble. Alors, parlons d'héritage. 4 générations, un siècle, 200 pages. C'est une concision. C'est vrai que vous écrivez plutôt concis, vous, Miguel. Mais là, vraiment, ça tient du tour de force parce qu'il fallait pourtant évoquer ces 4 générations tout en gardant de la chair, tout en gardant de la narration, tout en gardant le sens de l'épopée, puisque ce sont des aventures de pionniers, et sans les élaguer, en gardant la chair. Comment c'est compliqué, non, d'écrire une épopée familiale sur 4 générations en 200 pages. Quels sont vos choix pour y parvenir? Absolument. Eh bien, pour être tout à fait honnête, le livre, dans sa première version, faisait pratiquement le double. Moi, je me suis énormément documenté pour pouvoir écrire le livre, puisque lorsque tu dois faire un siècle, tu dois passer non seulement par l'histoire de l'immigration française au Chili, qui arrive, qui a ses propres codes, qui a sa littérature, qui a ses traditions, et qui a également ses passions qu'il faut essayer de démêler. Il y a ensuite, bien sûr, l'histoire de la Première Guerre mondiale, dans laquelle tu peux trouver des bibliothèques entières, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, des bibliothèques entières. Ensuite, je me suis intéressé à l'ornithologie parce qu'il y avait un personnage qui devait construire une volière. Ensuite, il y a également l'histoire des Allemands qui sont arrivés au Chili aussi en fondant des communautés qui sont dans le sud, à Osorno et à Valdivia. Il y avait également la partie un peu magique et un petit peu fabuleuse que je voulais donner aux guérisseurs
à ce sorcier qui s'appelle Aucan et qui également remonte avec les traditions indigènes mapuche du Chili. Et à côté de ça, en plus, je voulais parler de l'extrême gauche, de parler du mouvement d'extrême gauche révolutionnaire avec le MIR, parler de la Villa Grimaldi, parler de la torture, parler d'Allende, de Pinochet. Et dans tout ça, il fallait en plus donner de la chair à chaque personnage, donner quelques scènes qui donnent l'effet de réel. Je dois vous avouer que lorsque j'ai constitué la première version du livre, eh bien, c'était un livre qui était épais, qui était lourd, qui était un peu fouillis, compliqué, trop baroque, dans lequel moi-même je sentais que j'avançais dans une masse dense, comme une mélasse, et la lecture n'était pas assez fluide. Donc il fallait en effet pouvoir injecter un peu d'eau dans tout ça pour donner davantage de liquidité. Et ceci se fait, comme vous disiez tout à l'heure, en élaguant, en rabotant, en polissant, en se rendant compte à certains moments qu'il y a des excès, qu'il y a des longueurs, qu'il y a aussi quelques précisions et des exactitudes historiques qui ne sont pas forcément nécessaires, qui ne font que ralentir le texte en voulant le nourrir et l'alimenter. Et donc finalement, tu finis par jouer un peu à ce que disait Stephen King, « You have to kill your babies ». Non, il faut tuer un peu ces bébés, les phrases qu'on aime bien, les paragraphes qu'on aime bien, auxquels on a la faiblesse de tenir parce qu'on a pris énormément de temps à les écrire, à les travailler, et qui finalement, en fait, finissent par être en trop. Donc ce travail, en effet, de pouvoir enlever toutes les échardes de ce bois a été le travail sans doute le plus compliqué, au point que j'ai mis 2 ans à écrire le livre, mais 1 an à le corriger. Et c'est sans doute avec un très grand plaisir et sans doute le moment le plus agréable, le plus satisfaisant de toute l'écriture a été cet instant dans lequel tu as déjà la matière, dans lequel tu as déjà comme ça le marbre, dans lequel la statue est déjà plus ou moins là, mais ton travail est de venir avec le burin et avec le ciseau pour aller travailler juste un regard, juste un mouvement, juste un geste, et sentir que lorsque tu touches la pierre, ce n'est pas de la pierre, mais c'est de la peau. Et ça se fait en effet en travaillant, en rabotant. Donc, il a fallu sacrifier des phrases. Absolument. Et sur le plan de l'évolution de la narration, est-ce que vous avez dû procéder à des ellipses? Comment arriver à faire comprendre sans forcément dire? Absolument. Eh bien, par rapport à la temporalité, c'est tout à fait ça, puisqu'il y a un siècle, alors tu peux t'arrêter d'année en année, tu peux t'arrêter de minute en minute, tu peux t'arrêter de 10 ans en 10 ans. C'est-à-dire qu'au début du livre, tu es obligé de créer une sorte de chronogramme dans lequel toi-même tu mets un système de référence et tu dis, eh bien, je vais avancer, chaque page va faire exactement 10 ans. Mais d'un autre côté, tu te rends compte que c'est un système qui ne fonctionne pas, puisque cette mécanique huilée, horlogère du temps ne fonctionne pas au moment de la littérature, puisque le temps du lecteur est lui aussi différent. Alors finalement, à quelle génération tu décides de consacrer plus de temps? À quel personnage tu décides de consacrer davantage de pages? Ça me fait penser en effet ma voisine est monteuse. L'autre jour, on dînait ensemble et elle me disait dans le montage, souvent les producteurs me disent, s'il y a une constellation de 27 personnages dans le film, il faut que chaque personnage ait plus ou moins le même temps. Donc, s'il y a 5 personnages principaux, eux doivent avoir le même temps, et ensuite, il y a les personnages secondaires qui doivent avoir le même temps, etc. Donc, tu crées une sorte de pyramide de temporalité, non, de minutes que tu as dans le film. Or, en littérature, tu ne peux pas le faire de la même manière, parce que tu ne peux pas utiliser quelque chose qui soit tout aussi féodal comme ça que dans le cinéma. Tu es obligé, en effet, d'y aller, bien sûr, au feeling, mais également de te rendre compte que si tu sacrifies ce passage, si tu donnes davantage de temps à ce personnage, ce n'est pas toi pour être heureux et pour avoir une sorte de satisfaction personnelle, sinon au contraire parce que ça sert le texte. Et c'est là où ça peut être en effet compliqué. Je relisais là, cet après-midi, des passages de Ars Poética de Jorge Luis Borges, dans lesquels il dit « Moi, je n'ai de conseils à donner à aucun écrivain. Cependant, si on me demande d'en donner un, ce serait celui de toucher le moins possible le texte, parce que en général, bon, il parle de la poésie, en général, dans le premier jet, dans le premier élan, le poème est le plus fidèle et le plus loyal à ce que tu as voulu dire. Et à force de le travailler, tu l'intellectualises. Alors moi, en effet, je vais dans le sens inverse.
Je vais dans le sens du roman. La poésie ne procède pas non plus de la même fulgurance et du même Absolument. travail au texte. Absolument. Il y a quelque chose qui a à voir en effet avec la précision de l'orfèvre qui va aller justement choisir à la pince certains personnages. Donc moi, je vais dans le sens inverse et je le reconnais tout à fait, que je ne sais pas écrire une phrase juste d'un coup. Je ne peux pas avoir le coup d'épée comme l'ont certains écrivains et que moi j'admire énormément. C'est du travail, du travail, du travail. Je fais encore partie de ces gens, tu sais, qui, lorsqu'ils doivent décrire que la maison était bleue, eh bien, je vais aller chercher dans le dictionnaire les synonymes et je vais trouver bleuâtre, bleui, bleuté et azulejos, mauve. Et donc, en effet, je vais faire une description en disant la maison était bleuie avec des tons bleutés. Il y avait un je ne sais quoi, des azulejos qu'on retrouve dans les porcelaines de Lisbonne. Et finalement, lorsque tu relis la phrase, tu te rends compte qu'il y a des taches bleues au milieu de la page. J'ai encore besoin de temps, de pages, tant d'encre et tant de temps pour un jour me donner le luxe d'écrire « La maison était bleue ». Quelle humilité. Miguel, on est conscient que vous êtes en train de construire une œuvre. On va en parler aussi de ça, ça fait beaucoup de choses. J'aimerais que vous nous disiez, d'abord peut-être, parce qu'on ne l'a pas encore dit, en partant du principe que tout le monde avait lu ce livre, parce que beaucoup l'ont lu, Oui. et ce n'est pas forcément vrai, donc vous pourriez peut-être nous dire de quoi il s'agit. Et Bien puis, sûr. ça va avec, peut-être nous expliquer en quoi ce roman occupe une place un petit peu à part dans l'itinéraire d'écriture du fils de réfugié politique que vous êtes. Absolument. Eh bien, Héritage parle tout simplement de l'histoire de cette immigration française au Chili. Il semblerait qu'à la crise du phylloxéra, c'est-à-dire fin 19e siècle, lorsque ce petit puceron qui était venu des États-Unis a ravagé et a fait une des plus grandes crises dans la viticulture en France, ça a poussé énormément de jeunes vignerons, de tonneliers, de œnologues, de maîtres de chais, de toutes les personnes qui vivaient un petit peu du monde de la vigne, à quitter dans des navires en fer qui partaient de Saint-Nazaire pour aller se retrouver soit à la Napa Valley en Californie, soit en Argentine, soit au Chili, et replanter la vigne qu'ils avaient, encore les vignes saines qu'ils avaient pu arracher à la France. Et il semblerait que ma famille, enfin la famille Bonnefoy, serait partie du Jura. On était des taverniers, donc on ne travaillait pas directement avec la vigne, mais on était taverniers, et on serait parti pour s'installer au Chili. Et à partir de là, ce sont des Chiliens qui se marient entre Français. Ce sont des Français qui se marient entre Français, qui ont des enfants français, qui deviennent francophiles, qui sont tout à fait francophones, qui finissent par recréer une petite France à l'étranger, à 12 000 km de distance, et ils respectent les mœurs, les traditions, les coutumes, la langue française, au point qu'ils restent là, installés. Et lorsque la nouvelle de la Première Guerre mondiale est arrivée jusqu'au Chili, ils se sont sentis dans le devoir presque patriotique et nationaliste de retraverser l'Atlantique de nouveau pour aller servir leur pays et défendre un drapeau qui, parfois, ils ne connaissaient pas, puisque c'était leurs enfants. Et donc, à partir de là, je me suis dit que ce serait beau de pouvoir dresser le portrait de deux cultures, de deux pays que tout sépare et qui pourtant se croisent et sont mêlés dans le siècle vis-à-vis des guerres, vis-à-vis des dictatures, et vis-à-vis également de l'éducation, des différentes influences qu'il a pu avoir avec la littérature, avec la philosophie, avec la peinture, avec l'architecture, et qui finalement, tantôt au Chili et tantôt en France, c'est comme s'ils s'étaient nourris l'un l'autre, alimentés l'un l'autre, au point que, en 73, lorsqu'il y a eu en effet le bombardement de la Moneda, le palais présidentiel, lorsque Salvador Allende est mort et qu'a commencé 17 ans de dictature de Augusto Pinochet, il y avait ces arrière-petits-fils de Français vignerons qui se sont engagés dans les mouvements d'extrême gauche révolutionnaires pour pouvoir justement combattre cette dictature, ont été arrêtés, envoyés dans un centre de torture à Villa Grimaldi, et ensuite envoyés en prison, et ensuite ils sont repartis s'exiler en France dans une sorte de grand retour dans les années 73. Donc en effet, moi c'est l'histoire familiale, puisque mon père est un réfugié politique qui est arrivé en 74 à Paris, en train de fuir la dictature de Pinochet, après avoir été torturé et après avoir été envoyé en prison. Et la France, à ce moment-là, a su recevoir tous ces hommes, ce flux de latino-américains qui, dans les années 70, fuyaient les dictatures du Chili, d'Argentine, de Uruguay, de Brésil, de Nicaragua, et qui tout à coup arrivaient en France. On leur donnait une maison, on leur donnait un numéro de sécurité sociale, on les a accueillis en France, en Suède, en Italie énormément. Il y a un très beau film de Nanni Moretti là-dessus.
Et ils ont pu en effet se marier, ils ont pu avoir des enfants, donner une bonne éducation aux enfants. Et si aujourd'hui, moi, je suis en train d'écrire ce livre, c'est aussi une sorte de retour que je suis en train de donner à des Français qui, il y a 40 ans, ont eu une générosité et qui aujourd'hui sont en train de lire un livre. C'est une monnaie qui est presque rendue à la générosité d'autrefois. Et ça nous fait peut-être réfléchir que si en ce moment, il y a dans les frontières des jeunes migrants qui sont là, il y a peut-être sous ces tentes un jeune Mozart, un jeune Beethoven, il y a les prochains astrophysiciens, les prochains médecins, il y a peut-être un jeune Zola qui est là, qui lui n'a rien à voir avec les histoires de guerre, avec les histoires de déplacement, avec les histoires de cimetières marins. Il n'a rien à voir avec toutes ces affaires. Mais peut-être que si la France lui tend la main, eh bien, dans 30 ans, on sera heureux d'avoir un nouveau astrophysicien. La question de la gratitude, en fait, elle maille tout votre livre, parce que c'est la question de comment rendre aussi. Est-ce que vous vous sentez redevable de quelque chose, vous, en tant que... D'ailleurs, en tant que quoi Oui. Est-ce que la question de la gratitude est quelque chose qui vous occupe à titre personnel? Oui, c'est une très belle question. Et moi, je pense que oui. Alors, bien sûr que moi, je ne viens pas tout de suite être dans la gratitude par rapport au territoire ou par rapport au continent, puisque je suis né en France de deux exilés, de deux réfugiés. Il faudrait en effet demander peut-être à mon père ou à ma mère quel est leur rapport avec cette gratitude géographique. Mais là où moi, je peux avoir une certaine gratitude, et surtout par rapport à la langue, qui est mon plus beau butin de guerre, qui est sans doute la même chose dont parlaient étaient les écrivains de la négritude, avec Léopold Sédar Senghor, avec Damas, avec Diop, avec Aimé Césaire, qui disaient en effet que le plus beau butin de guerre des colonies a été la langue française, et qu'elle a été apportée avec des maladies, apportée avec la cruauté, apportée avec la barbarie, avec la guerre, mais qu'en fait, lorsqu'elle a été déracinée en France et replantée dans d'autres sols, avec d'autres minéraux, d'autres sucs, d'autres organismes, eh bien, cette langue, tout à coup, s'est nourrie, s'est alimentée, et on a fini par la rendre avec des textes sublimes, en tropicalisant une langue française qui avait été un petit peu poussiéreuse pendant les siècles. Exactement la même chose est arrivée lorsque l'Espagne, les conquistadors, ont décidé de faire la conquête de l'Amérique, et du coup, ils ont tué et ont décapité absolument toutes les langues qui existaient indigènes des premiers peuples, ont imposé la leur. On a laissé ça mijoter pendant 4 siècles. 4 siècles plus tard, tu avais des écrivains comme, par exemple, je pense à Rubén Darío, je pense à Juan Rulfo, ou je pense à César Vallejo, qui écrivaient des poèmes si beaux que lorsqu'ils arrivaient dans les universités espagnoles en Espagne, les professeurs émérites lisaient ces textes en disant « Je redécouvre ma propre langue ». Donc, je trouve ça absolument magnifique d'avoir une gratitude plus par rapport à ça. Et moi, le cadeau que j'ai pu avoir est celui de la langue française. Je n'ai pratiquement pas vécu en France pendant toute ma vie, puisque j'ai bougé énormément de pays en pays, mais toujours avec ce fil d'Ariane, avec ce fil rouge dans les lycées français, qu'a été la langue française. Et si aujourd'hui j'écris en français, c'est aussi une forme de gratitude pour ce qu'on m'a donné autrefois. Ça me semble évident d'essayer de réutiliser cette langue pour la mettre dans une nouvelle argile qui est celle de la littérature. Justement, vous avez choisi la langue française, c'est ce que vous êtes en train de dire. L'écriture ne vous vient pas dans une autre langue? Ah, pas encore. Ça, je ne fais que commencer. Je suis encore un homme jeune. Oui, j'ai encore tout à écrire. J'ai encore, en fait, pas écrit grand-chose, si tu te mets à voir. Donc, en effet, piano. Moi, quand je vois, en effet, mes amis qui sont là depuis bien plus longtemps que moi, en train d'écrire des livres depuis bien plus longtemps, il faut avoir beaucoup d'humilité face à tout ça. Moi, je viens d'arriver. Donc, en effet, ce n'est pas un livre de plus, non, c'est un livre de moins. Quand même, 6 romans. Et ça, bueno, voilà, mais ce sont comme ça des pieds à l'étrier, ce sont des pieds à l'échelle. J'insiste. J'espère que de grandes choses sont à venir. J'ai besoin de temps encore pour constituer mon territoire. J'ai encore énormément de travail à faire. Je me rends compte que les personnages, il faut encore que je les travaille davantage pour leur donner plus de dualité, plus de matière oxymorique à l'intérieur d'eux-mêmes. Je me rends compte que la langue, je dois encore, comme ça, la labourer. Donc, piano. Pour l'instant, j'écris en français parce que c'est ce qui naît à l'intérieur de moi, et peut-être aussi ce sont les restes, les vestiges et le triomphe de toute l'éducation dans les différents lycées et à l'université.
mais ma langue maternelle est l'espagnol. Et moi, je me rends compte que lorsqu'on parlait de Borges tout à l'heure, mais je me rends compte que lorsque je lis Vargas Llosa, lorsque je relisais des poèmes de Neruda, d'un livre peu connu qui s'appelle El Crepusculario, le crépusculaire, Crepusculario. Et alors, en effet, il te parle en effet de ces paysages qui sont des tabacaleras, Et la tabacalera, c'est tout simplement en fait la ferme dans laquelle tu as des champs de tabac et il y a en plus dans l'arrière-salle des femmes et des hommes qui sont en train de rouler le tabac. Donc en fait, il te faut presque une phrase entière pour pouvoir en français dire tabacalera, alors qu'en espagnol, en un seul mot, dans le ventre phonétique du mot tabacalera, il y a déjà tout ça. Donc imagine pouvoir prendre le temps d'écrire dans cette langue qui, les mots enferment comme une molécule fondamentale tant d'odeur et de lumière. J'ai juste besoin de temps. On va vous le laisser. Ça a l'air tellement alléchant. On va vous le laisser, ce temps. Vous parliez de dualité, de dimension oxymorique dans vos personnages. J'aimerais qu'on parle. Alors, bien sûr que les personnages masculins sont la trame généalogique de cette transmission générationnelle, mais il y a deux femmes très fortes dans ce livre. L'une qui est plus onirique et l'autre qui est celle, au fond, qui fait réellement avancer le texte. Je pense à Thérèse et Margot. Thérèse qui est la volière et Margot qui est l'oiseau qui s'envole, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Comment ces personnages-là, puisque vous parliez tout à l'heure de l'importance des personnages et de la place qu'on leur donne, ces deux personnages prennent une forte place, particulièrement Margot. Comment vous sont-ils arrivés et d'où viennent-ils? Tout à fait. L'idée du livre était de le diviser en 4 parties. Donc, il y avait cette première génération qui était ce vigneron qui arrive au Chili. La deuxième génération est son fils qui part à la Première Guerre mondiale. La dernière génération était bien entendu cet arrière-petit-fils qui décide qui est arrêté, envoyé dans le centre de torture, puis ensuite revient en France. Et ça permettait donc de boucler sans problème le siècle en commençant en 1873, finissant en 1973, et avoir en effet les 2 guerres mondiales et la dictature de Pinochet. Mais il me manquait une génération, qui est la 3e génération, qui est celle de la 2e guerre mondiale, c'est-à-dire celle qui suit celle de la Première Guerre mondiale, celle qui précède celle de la dictature. Et je pouvais bien sûr aller puiser dans ma légende familiale, dans ma constellation familiale, en prenant en exemple ma grand-mère ou mon grand-père, etc. Ou au contraire, j'ai décidé de tout inventer, de faire un personnage que j'invente, ou encore, il y avait cette 3e voie qui était celle d'aller puiser dans une histoire beaucoup plus grande, qui est celle de l'histoire collective. Et par hasard, je suis tombé sur la vie étonnante, fabuleuse et inspirante de Margot Duhalde, qui est une aviatrice franco-chilienne, donc fille d'immigrés français qui sont arrivés au Chili, à Santiago, au Valle Central, qui en effet fait des études dans une école d'aviation, décide de partir à l'appel de la Deuxième Guerre mondiale, à l'appel de Gaulle, décide de partir en Angleterre, à la Royal Air Force, combat les Allemands dans la Manche, est décorée, revient au Chili couverte de médailles, s'installe donc dans une école d'aviation où elle devient une sorte de nom, et puis finalement meurt au Chili, riche et célèbre, entourée de sa famille. Et aujourd'hui, en effet, il y a un musée qui porte son nom, avec une école d'aviation qui porte son nom, etc. Et c'est Margot Duhalde, cette aviatrice franco-chilienne. Je me suis dit, comme ce serait beau de pouvoir justement récupérer cette figure pour pouvoir en faire une figure de fiction, mais en s'épaulant sur la glaise de la réalité et voir comment j'arrivais un petit peu à caler ce personnage à l'intérieur de ma structure narrative. Non ? Mais pour ça, il ne fallait pas qu'elle arrive comme un cheveu sur la soupe, d'une manière autoritaire et autocratique, où tout à coup, comme une sorte de démiurge, l'écrivain décide en un coup de plume de balancer un personnage et de le faire entrer au milieu d'un échafaudage où il y a déjà d'autres personnages qui sont installés. Alors en effet, tu te dis qu'il faut mettre des petites pierres avant, faire ce qu'ils appellent en cinéma des inserts, c'est-à-dire poser des graines au début du livre pour pouvoir annoncer un petit peu la venue et faire en sorte que lorsque le personnage arrive, il n'arrive pas comme ça d'une manière soudaine, comme un dieu grec, d'une manière transcendante et immortelle, sinon au contraire qu'il est tout simplement la longue et lente maturation
de choses qui ont été posées depuis le début. Donc, le personnage de Thérèse arrive avant dans le livre, mais il a été inventé après. Je me suis dit en effet que Margot devait avoir une naissance spectaculaire, ça devait être une naissance qui devait présager son goût pour les folies aériennes et pour l'avion. Quelle meilleure manière de la faire naître dans une volière. Alors tu te dis, ah bah fantastique, donc je dois construire une volière un petit peu avant. Et puis ensuite, en effet, lorsque tu es en train de construire le verre, tu te dis, mais le personnage de Thérèse ne peut pas tout à coup construire une volière comme ça. Elle se leva un matin et décida de construire une volière. Non, il faut que ça vienne de quelque chose encore plus loin. Donc tu décides de faire qu'elle était fascinée par les rapaces et par l'ornithologie. Mais pourquoi elle était fascinée par l'ornithologie? Ah ouais, non, parce qu'en effet, elle avait un père qui nanana. Non, en fait, tu te rends compte que ton roman se construit, mais presque en marche arrière. Oui, c'est-à-dire comme certains astrophysiciens le disent, c'est le futur qui détermine le passé. Ah, Et bravo, vraiment, je trouve ton image beaucoup plus belle que la mienne. C'est absolument ça. Moi, donc, Partageons-la alors. voilà. Eh bien oui, tout à fait. C'est exactement ça, Karine. C'est-à-dire que le futur détermine le passé et que finalement, lorsque tu lis le livre et tu lis de la première phrase à la dernière, tu as l'impression que peut-être l'écrivain s'est installé et qu'il avait déjà constitué son échafaudage narratif dans sa tête alors qu'il était en train de le faire. Mais en fait, c'est une cathédrale qui s'est faite d'une manière beaucoup plus désordonnée et qui s'imbriquent l'une l'autre. Donc, j'ai posé comme ça des pierres d'attente avec Margot, ce qui m'a permis de constituer Thérèse. Thérèse s'est mariée avec Lazare, et Lazare, en effet, lui, avait déjà annoncé la venue de personnage de Auchan. Et comme ça, lorsque tu te mets à réfléchir, tu te rends compte, en effet, que ta constellation de personnages est là, sans véritablement que tu t'en rendes compte. Et après, là, on va dans le détail, mais pour les gens qui n'ont pas lu le livre, c'est abstrait, je comprends. Mais par exemple, le personnage de Hector Bracamonte est un personnage que ça a été à la toute fin du livre que je me suis rendu compte qu'il manquait une clé de voûte, en fait. Il manquait un personnage clé de voûte qui permettrait de donner le dernier dilemme du personnage, qui permettrait également de reprendre la fabrique d'hostie. Enfin, et je me souviens en effet que presque en finissant le livre, il me manquait le dernier chapitre. Je me disais, mais ça ne marche pas, en fait. Il manque quelqu'un. Mais si je vais mettre Hector Bracamonte maintenant, mais en fait, je suis obligé de changer tout le bouquin parce qu'il faut que je l'annonce depuis le début. Et donc, en effet, c'est là où cette dernière année de recorriger le texte, ça a été un tel plaisir de dire non, je peux me permettre le luxe de donner un coup de pied dans la fourmilière, de secouer le prunier et de finalement, en effet, reprendre des chapitres, les recouper d'une manière différente pour intégrer le personnage de Hector Bracamonte et donner alors véritablement tous les rouages et le mécanisme du livre. Alors, vous posez, pardon, peut-être que je vous coupe, non? Non, pas du tout. Non. On arrive à la question du dilemme, parce que chaque génération est occupée par un dilemme dans cette famille. Pourquoi avez-vous choisi de placer vos personnages face à un moment de bascule qui est quand même à chaque fois extrêmement déterminant, à la fois pour le personnage, mais aussi pour toute la suite de son histoire et son histoire familiale? Oui. Eh bien, cette idée du dilemme est venue parce que ça a été véritablement un dilemme qu'on a, il semblerait, dans la famille. Donc, à gros traits et en 3 mots, le dilemme est pendant la Première Guerre mondiale, ou du moins, moi, mon père m'a raconté ça, qui avait été raconté par son père, qui avait été raconté par son père, etc. Des légendes familiales, enfin des mythologies familiales, quelque chose qui n'est sans doute jamais arrivé, mais au fond, qu'importe, non? Et Non, c'est que je viens d'avoir. C'est juste mon ordinateur qui vient de donner l'heure, je ne sais pas l'enlever. Ah, d'accord, parfait, ok, entendu. Pardon. Quoi qu'il en soit, il semblerait que donc mon arrière-grand-père Émile Bonnefoy, lorsqu'il était dans la Première Guerre mondiale, ils ont découvert entre la tranchée française et la tranchée allemande un puits d'eau. On décide alors de faire un cessez-le-feu de 1 heure pour pouvoir aller ravitailler d'eau. Première demi-heure, un Français y va, seul, on ne le tire pas. Il prend en effet l'eau dont il est pour ravitailler la tranchée. La demi-heure suivante, l'Allemand à son tour le fait. L'histoire est vraie ou elle est fausse, qu'importe. Il semblerait que Émile Bonnefoy arrive au puits d'eau, prend quelques minutes de plus, apparaît en effet un soldat allemand qui pointe le pistolet sur lui, et en tombant apeuré, Émile Bonnefoy aurait crié en espagnol, puisqu'il était chilien, « Mierda ». En écoutant ça, le soldat allemand ne tire pas et lui dit « Est-ce que tu es chilien ?»« Eres chileno ?»« Oui, moi je suis de Santiago. Moi aussi, yo soy de Valdivia. Je suis un immigré allemand qui s'est installé au Chili depuis des générations également. Nous sommes finalement le même homme, mais on a choisi de défendre 2 drapeaux qui s'opposent. Et aujourd'hui, on se retrouve en effet devant ce puits d'eau à mi-chemin entre les 2 tranchées. »
et il lui dit « Écoute, on va attaquer le lendemain, sauve-toi, pars à l'infirmerie, ça va te sauver la vie ». Lorsque Émile Bonnefoy revient avec les seaux d'eau, il a ce dilemme cornélien de dire soit en effet je raconte tout à mon supérieur, on attaque la veille, soit au contraire, eh bien, je décide de ne rien dire et de me sauver pour ma part. Le dilemme est magnifique et si tu demandes à ma famille, eh bien, il y a lequel des choix a été fait, il y a vraiment les deux versions. Et oui, c'est intéressant de se rendre compte de finalement qui est-on dans cette famille. Est-ce qu'on est en effet le lâche ou est-ce qu'on est le courageux? Et est-ce que le courageux a eu une lâcheté en voulant être courageux et que le lâche finalement a eu le courage de sa lâcheté? Enfin, c'est hyper complexe et en même temps c'est hyper beau. Et je me suis dit en effet que ce serait une belle scène d'ouverture. Mais lorsque tu donnes ce dilemme-là, tu te dis, soit tu le laisses comme ça tout seul, soit tu décides d'en faire un atavisme de famille dans lequel il y aurait une sorte d'épigénétique où dans chaque génération, il y a un nouveau dilemme cornélien qui se forme. Le dernier dilemme était celui de Hilarioa, et malheureusement, c'est un dilemme véritable pendant la torture, de parler ou ne pas parler. Et le dilemme du milieu, qui était celui de Margot, il a fallu en effet que je l'invente, puisque Margot Duhalde, l'aviatrice, a dû avoir des dilemmes de son côté dans sa vie, sans doute, mais moi je ne les connais pas naturellement. Il a fallu que je l'invente. Et donc je me suis dit en effet que ça pourrait faire, tu vois, une sorte de réponse à chaque génération, d'avoir des dilemmes et se rendre compte, bien entendu, que le choix que tu fais, qu'il soit juste ou injuste, qu'il soit bon ou mauvais, qu'importe, mais il se trouve que ce choix est la graine de demain et de tes générations futures. Donc, quel homme, quelle femme veux-tu être? C'est ça. Et c'est ce qui donne à vos livres, il y a toujours une dimension philosophique, parfois métaphysique, là, en l'occurrence, à vos textes. C'est peut-être un des traits communs. Je n'ose pas vous poser la question du regard sur ce que vous avez déjà écrit, parce que vous nous avez dit piano, piano. Mais il y a quand même une vraie cohérence qui relie vos textes, aussi différents soient-ils les uns des autres, encore qu'il y a quand même des schémas communs. Est-ce que vous êtes conscient de fabriquer une œuvre? Alors, je trouve la question très belle. Et alors, oui et non. C'est-à-dire, d'un côté, moi, je pose comme on dit en construction, comme on dit dans le monde du BTP, des pierres en harpe. C'est-à-dire, dans le bâtiment que je constitue par roman, je laisse des pierres qui sortent, qui ont l'autre moitié de la pierre qui est dehors et l'autre, elle est bien sûr en train de tenir la structure de l'immeuble, pour que lorsqu'il y ait un immeuble mitoyen qui s'y colle, alors ce sont des mêmes pierres, en fait, comme des agrafes qui permettent de prendre c'est ce qu'on appelle des pierres en harpe. C'est votre séjour à la Villa Médicis où vous avez rencontré des architectes qui vous a donné cette compétence? Oui, c'est une image en effet que j'ai trouvée à Rome, figure-toi, c'est absolument. Je trouve beau, et alors que ce n'est pas du tout la même étymologie du mot, mais que ces pierres en harpe donnent aussi l'idée de l'arpège, et qu'on peut en effet créer une sorte de même symphonie avec des notes qui se ressemblent mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est-à-dire de créer une sorte de même couleur, de même parfum, de même bois, mais avec des livres différents. Constituer un territoire est la naissance de l'art, disait Deleuze. Et donc, quelque part, en fait, c'est constituer ce territoire que tu fais petit à petit. À un niveau concret, moi, je le fais par rapport aux personnages. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque livre un bracamonte. Parce que je suis en train de faire, et je sais quels sont les bracamontes à venir, une sorte de fratrie de bracamonte. Parallèlement à ça, dans tous les livres, il y a des fils tendus. Et là, je vais dans le détail, et je ne veux pas du tout ennuyer personne, mais on retrouve Venezuela à la fin de Héritage, Venezuela qui est la femme dans Le voyage d'Octavio. On retrouve en effet Pedro Clavel, un minuscule personnage dans Héritage, mais il sera un personnage important dans un livre que je veux écrire sur Maracaibo. On retrouvera en effet le personnage dans Sucre Noir de Eva Fuego, et Eva Fuego a été trouvée dans une boîte de chaussures au milieu d'un champ de canne à sucre en feu. Eh bien, dans le livre de Maracaibo, on explique pourquoi elle a été déposée là. Enfin,
tout C'est est votre lié. comédie humaine. Oui, votre comédie humaine. Humblement, humblement. Mais en gros, en effet, avec la métaphore du tisserand comme ça ou du tricot, je ne plante pas l'aiguille sans fil. Je ne suis pas en train d'utiliser un caprice de vouloir faire tel personnage ou tel autre. Je sais exactement pourquoi je suis en train de poser les personnages, parce qu'ils sont cohérents par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus vaste que moi. Ça, alors, je le fais à l'aveuglette, à tâtons. C'est-à-dire, je vois plus ou moins ce que je veux constituer, mais ensuite, je ne sais pas si cet ensemble donnera réellement quelque chose de cohérent, de beau, qui se répond et qui fait écho. Et à ce compte, je pense à Jean Giono. Ah, on finit là-dessus, je vois que Nathalie apparaît, donc je finis vraiment là-dessus. Mais Jean Giono a cette belle image. Et il dit en effet, l'écrivain est comme un enfant qui est en train de faire une petite tour de pierre, qui pose les pierres les unes après les autres, roman après roman, livre après livre, et qui s'assure que la pierre qu'il va poser, elle va tenir dans l'équilibre de la tour. Mais cet enfant, comme l'écrivain, oublie trop souvent qu'il y a une lumière qui est en train d'éclairer cette petite tour et que l'ombre qu'elle donne est tellement plus vaste, tellement plus majestueuse, tellement plus profonde, tellement plus noire que ce qu'il est en train de faire. Et ça, eh bien, ce sont les lecteurs, justement, qui finissent par, eux, voir l'ombre de ta tour et qui disent « Mais mon ami, tu es en train de faire ça. » Toi, tu dis « Mais moi, j'étais juste concentré en train de faire ma fratrie de personnages et faire quelques ponts, des passerelles, des traboules entre livres. Non, non, non. Il y a une ombre derrière que tu laisses, que tu ne vois même pas. Alors moi, je suis le dernier juge là-dessus. J'ai juste besoin de temps pour constituer le territoire que j'ai envie de constituer. Et si ensuite, ça donne une belle ombre, alors on sera les premiers à s'asseoir, non pas au soleil, mais à cette ombre. Et on en reparlera. Inch'Allah, Oui, Inch'Allah. oui, vous avez raison. Oui, c'est vrai que la place du lecteur dans la prise en considération d'une œuvre est fondamentale, en effet. Absolument, capital. Avant de laisser la parole à Nathalie, et parce qu'on adore vous écouter, je voulais vous demander très rapidement, vous avez été donc juré du prix Orange de 2020, qui est organisé par la Fondation Orange, hein, qui fait de l'accès à la culture pour tous un des cœurs de cible de son mécénat, et il y a un véritable engagement de la part de lecteur.com aussi pour la lecture, pour la promotion et la joie du partage. Je crois que c'est vraiment très important. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience qui a placé en lauréat cette année un grand livre qui est Avant la longue flamme rouge de Guillaume Sire, qui est comme vous avez à peu près le même âge, on sent les Oui, talents qui oui. vont marquer l'époque Merci littéraire. beaucoup, merci, c'est adorable. Guillaume, immense, immense Guillaume. Oui, on a plus ou moins le même âge, on a bien rigolé la dernière fois qu'on s'est vu. C'est vraiment un type extraordinaire. Par rapport au prix Orange, je garde surtout le souvenir de lectures fabuleuses, de lectures auxquelles probablement je ne me serais pas adressé, je n'aurais pas emprunté ces sentiers, je n'aurais pas acheté ces livres parce que tout simplement, on a soi-même aussi des grilles de lecture différentes, qu'on a des goûts, qu'on a des obsessions comme ça. Et tout à coup, le fait d'être, entre guillemets, obligé de les lire, parce que j'ai essayé d'être bon élève et de lire vraiment chacun des livres jusqu'au bout, eh bien, je me suis rendu compte que c'est idiot, qu'on peut soi-même, en effet, être détrompé et qu'on se coupe parfois de lectures qui pourraient être extraordinaires. J'ai beaucoup ri avec des livres que je ne pensais pas qu'ils seraient comiques. J'ai été happé, j'ai été emporté, fasciné par des personnages dont si on m'avait dit, écoute, tel personnage, tu vois, eh bien, je suis sûr que je ne les aurais pas embrassés. Et tout à coup, je me suis rendu compte, en effet, que dans cet éventail de livres qu'on m'avait proposé, ils auraient quelque part tous pu avoir le prix. Cependant, il fallait faire un choix. Et c'est là alors où venait la deuxième partie du prix Orange, qui a été celui des délibérations. Et les délibérations, d'être avec des personnes qui viennent eh bien, de régions différentes, qui viennent d'une culture différente, qui viennent d'une classe sociale différente, qui ont eu un parcours différent et qui ont des lectures à leur tour différentes, des obsessions et des névroses différentes. Eh bien, tout à coup, tu te rends compte, en effet, qu'ensemble, on est comme ça, dans une sorte de ruche d'abeilles, en train de faire le même miel pour en consacrer une reine. Et est apparu alors ce livre homérique, une sorte de réécriture de l'Odyssée,
dont j'ai aimé, tu vois, la portée gigantesque et mythologique. Et je me suis dit qu'il avait trouvé quelque part quelque chose de sublime qui a été de pouvoir mêler à la fois la guerre du Cambodge d'un côté, le goût pour la littérature mythique de l'autre, un personnage si compliqué à faire qui est celui du héros providentiel, et tout ça dans une mélasse, dans un cocktail, dans un melting pot qu'il est parvenu à faire avec une unité et avec une langue exigeante et résolue. Donc, à ce niveau-là, bravo à Guillaume, et en plus, la fin du livre est délicieuse parce qu'il te dit, si tu veux voir la tête du personnage, va sur YouTube. Et On l'a tous fait. Oui, on l'a tous fait, c'est ça. Oui. Et en effet, on regarde donc le documentaire. Donc, on retient que vous estimez que Guillaume Cyr est la reine des abeilles en 2020. Ça, hein. Bueno... Absolument. La reine des abeilles, en effet, était... Oui. Bah, tu sais, là, je suis en train de lire Gilles Lapouge, L'âne et l'abeille. Oui. L'âne et l'abeille, dans lequel il te parle de la sexualité de l'abeille. Et il te dit qu'en fait, il n'y a pas plus chaste qu'une abeille. Et Guillaume Cyr a 3 enfants. Donc, c'est finalement pas vraiment une reine. Voilà, c'est pas une reine. Des abeilles, en tout cas. C'est plutôt un roi. Oui, un roi participatif, disons. C'est ça, voilà, exactement. Nathalie, il est fabuleux. Je ne vous demande pas de réagir à ça, Miguel. Il est génial, hein. Je voudrais surtout souligner, comme tu l'as dit, son humilité, parce que je pense que, mesdames, messieurs, nous avons devant nous un grand auteur en devenir. Il ne sait pas peut-être lui encore, nous on le sait, et on aime ce qu'il écrit. Et franchement, j'engage tout le monde à aller acheter ce livre Héritage qui est sorti aux éditions Rivage. Justement, il y a un message en ce sens où il y a une spectatrice qui a écrit qu'elle n'avait pas encore lu votre livre, Miguel, et que vous en parlez tellement bien que demain, elle va aller dans sa librairie préférée faire un quick and collect. Donc j'en profite pour dire que sur le site lecteur.com, vous allez trouver la carte de toutes les librairies qui font le quick and collect. Donc, vous pourrez trouver la librairie la plus proche de chez vous qui vend ce merveilleux livre et je vous engage vraiment à le lire. Il y a une question à laquelle Miguel a un peu répondu. Alors il y a d'abord un petit message, puisque c'est Christelle qui a écrit ce message. Miguel, je suis votre œuvre littéraire depuis la parution du Voyage d'Octavio. J'ai beaucoup apprécié découvrir chacun de vos romans car je suis sensible à vos compositions poétiques, illustrant notamment la flore caribéenne. Ma question est la suivante. J'ai repéré au sein d'Héritage votre clin d'œil au personnage de Severo Bracamonte de Sucre Noir et du restaurateur d'église du Voyage d'Octavio. Est-ce que l'utopiste de Libertalia, le maracucho chroniqueur que vous mentionnez ici, sont des personnages de romans à venir? Oui, bravo. Eh bien, absolument, voilà, absolument. C'est au point, et c'est là où c'est intéressant de voir que dans ce pays, parce que dans tous les pays, ce n'est pas possible, mais en France, nous avons la chance qu'un livre a 2 vies. Il a la vie en grand format, il a la vie en poche. Et ce qui est génial, c'est que tu peux introduire ou éliminer des choses lorsque tu passes du grand format aux poches. Donc, naturellement, lorsque tu publies le livre en grand format, que tu as déjà plus ou moins l'idée de ce que tu vas faire dans les livres suivants, le livre sort, tu passes du temps, etc. Et puis ensuite, lorsqu'il passe en poche, tu te rends compte que tu as déjà avancé dans les livres suivants et donc que tu peux intégrer certaines passerelles comme ça, certains ponts encore que tu n'avais pas mis. Donc, dans les poches, en effet, de Octavio et de Sucre Noir, on trouve déjà l'idée de Libertalia, l'idée en effet de Maracaibo et l'idée d'Héritage. Et bien entendu, là, dans Héritage, j'ai mis en effet le livre de Maracaibo et de Libertalia, mais notre chère amie dont je n'ai pas pu retenir le nom, Christelle, voilà. En effet, Christelle, eh bien, figure-toi, mais bon, là, on est en train de parler, figure-toi que c'est une piste, mais c'est une fausse piste, c'est-à-dire qu'à la fin d'Héritage, il y a le véritable clin d'œil au livre à venir, et qui n'a pas à voir ni avec Libertalia, ni avec Maracaibo, dont je pense que j'ai besoin de plus de temps encore pour les écrire et qui viendront plus tard. Et voilà, donc on va voir. On va voir. Ah, il sait faire, hein. Oui, non, mais c'est ça. Enfin, après, moi, je peux tout dire. Moi, je suis un être tout à fait corruptible, hein. Moi, je peux absolument tout dire. Mais bon, il me faudrait quand même un verre de vin, c'est ça. Oui, ben, on ne peut pas trop là, le partager, mais on essaiera oui, c'est délicat. Oui. Dès qu'on déconfine. Absolument. Il y a Lando, un lit pour enfants derrière vous, non? Ah oui, complètement. Oui, c'est le lit de ma fille, Selva.
Oui. Il y a une question de Nicolas qui demande quel est l'auteur, s'il y en a un, auquel vous revenez toujours. C'est terrible à dire, parce que bien sûr, c'est un cliché de dire ça, mais je dois reconnaître que c'est ça. Je reviens sans cesse, comme le criminel revient toujours à l'endroit du crime, à Garcia Marquez. J'ai encore du mal à me séparer comme ça de Garcia Marquez. J'ai bon espoir d'y parvenir un jour, mais je reconnais que de temps en temps, même dans des moments de mélancolie, des moments de tristesse, des moments de doute, et c'est une écriture, c'est un souffle, c'est un rythme, c'est un tempo qui me rassure. Et tout à coup, en le lisant, je me dis, ah, quel bonheur. Si les mots sont encore là, alors tout va bien. Et ce qui est génial en plus, et par exemple, si on pense à 100 ans de solitude, c'est que c'est un livre qui est imparfait. Donc, ça te donne une double satisfaction quelque part, parce que tu te dis, heureusement que la beauté est encore dans l'imperfection. Et je m'explique. Et il y a 27 erreurs dans 100 ans de solitude. Ce sont 27 erreurs qui existent, qui ont été enregistrées, archivées. Il y a 27 erreurs. Donc, ce sont des erreurs structurelles. C'est-à-dire, par exemple, page 24, Remedios la Bella dit gracias. Et ce fut le dernier mot qu'elle prononça jusqu'à la fin de sa vie. Or, page 130, Remedios la Bella reparle. C'est une erreur. Oui. Il y a des personnages qui se lèvent 3 fois alors qu'ils ne se sont jamais rassis. C'est une erreur structurelle. Mais ça, c'est l'éditeur peut-être, non? Alors ça, en effet, c'est sans doute l'éditeur, puisque lorsque, comme Garcia Marquez, tu écris 500 pages d'une sorte de Bible, d'une cathédrale de la littérature en 14 mois, et que tu l'envoies ensuite en Argentine pour le faire publier, et que l'éditeur le publie aussitôt, et que ça a un succès assez rapide, donc il réimprime, eh bien, les erreurs, immédiatement, sont disséminées dans la nature. Il faudra attendre quelques mois, et peut-être 1 an, pour commencer à recevoir, en effet, de tous les lecteurs du monde et de différentes traductions, ces 27 erreurs qui, en effet, sont envoyées à Garcia Marquez en lui disant « Monsieur Garcia Marquez, voici les 27 erreurs de 100 ans de solitude, voici des millions de signatures en pétition, et on vous demande qu'une seule chose, ne les corrigez pas. Si vous les corrigez, alors ça devient un livre parfait, et qu'importe, ça perdra absolument de tout son charme. Heureusement que le livre est imparfait, heureusement qu'il a des faiblesses, heureusement qu'il boite un petit peu en marchant, c'est ce qui lui donne toute sa force, toute sa sensualité. C'est ça. Donc en effet, c'est avec plaisir que je reviens sans cesse à ce livre, tu vois, parce que je me dis, eh bien, tout est encore à écrire, mais heureusement que c'est avec de l'imperfection qu'on écrit les meilleurs livres. Alors moi, je n'ai plus de questions. Par contre, je vais rejoindre tous les commentaires qui sont arrivés en disant que Miguel est un passionné et passionnant. C'est exactement ça. C'était très passionnant de vous entendre discuter tous les deux. Donc, je le rappelle, de Héritage qui est sorti aux éditions Rivage, qui est encore sur toutes les tables de librairie. Malheureusement, vous ne pouvez pas aller physiquement, vous, dans une librairie, mais vous pouvez aller sur le site lecteur.com, je le redis une fois de plus, regardez sur la carte toutes les librairies qui font le système clic. Et alors, emporter, collecte, on va faire plaisir à l'Académie française. On va cliquer emporter, on va dire. Allez, cliquer emporter. Cliquer emporter, c'est beaucoup plus joli d'ailleurs. Voilà, donc allez téléphonez à vos libraires aussi. Ils sont là, ils sont physiquement eux présents dans leur librairie. Ils essayent de sauver les auteurs et les livres. C'est très important. Donc voilà, merci Miguel d'avoir été avec nous ce soir. Merci Nathalie et surtout merci à Karine, incroyable. C'est une femme d'une intelligence rare. Une beauté frappante. On la retrouvera très bientôt. Avant de vous laisser le mot de la fin, je voudrais dire que demain, on se retrouve à 19h avec Adrienne Borne, qui a écrit Mémoire de soi aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci Karine, bonne soirée. Merci Miguel. Je vous laisse le mot de la fin. Il y aura le générique. Et je vais simplement dire merci Nathalie, merci pour ton travail exceptionnel. Je vais simplement dire que je vais reprendre ce que tu disais Nathalie. Avec Miguel, on a vraiment face à nous, là, en direct, et on le sait, un très grand écrivain qui est en train, piano, de construire une œuvre. Et c'est un immense honneur et un immense plaisir à chaque fois et de t'écouter et de te lire. Donc, je vous conseille à tous, lisez cet écrivain parce que vous le relirez. Merci Miguel. Merci à vous. Bravo. Merci à tous. Vraiment. Un grand merci à lecteur.com qui est notre partenaire de toutes ces rencontres, un endroit où aller, où ce soir c'était la 111e. Oui. Je vous souhaite une belle soirée, belle trajectoire à Héritage. Merci. Voilà, je vous montre le livre et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bravo.